Bonjour à tous, bienvenue dans Accès Direct. Vous en avez l'habitude, c'est lundi, on est en pleine forme, on a plein de choses à raconter toute la semaine. On est ensemble pendant une demi-heure, on va parler d'actu, de tout ce qui se passe sur notre territoire. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas, on a le live Facebook, vous nous posez vos questions, on répondra. Il y a également Twitter avec le hashtag Accès Direct. Et aujourd'hui, vous pourrez réagir, nous parlerons du cinéma, du festival de cinéma Architecture qui a lieu à Annecy les 16 et 17 novembre prochains avec son président José Villot. Et puis c'est lundi, on fera donc le point sur les résultats sportifs du week-end avec Sébastien et puis son invité Elder Esteves, l'entraîneur du FC Annecy. Mais avant les titres du JT, bonsoir Fanette. Bonsoir. Ça va? En pleine forme. En pleine forme. Alors c'est vrai. On commence le premier titre du JT, on parlera des JPAET. Voilà, on en a parlé d'ailleurs sur le plateau d'Accès Direct avec l'invité la semaine dernière. Le JPAET a été réintroduit en Haute-Savoie il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a eu la première naissance en pleine nature. Et le seul centre d'élevage de France se trouve en Haute-Savoie. Il vient d'être rénové, donc on ira y faire un petit tour. Et puis la Poste s'agrandit. Voilà, alors c'est une filière de la Poste qui s'occupe de la partie publicité. Alors je ne sais pas si tu aimes recevoir les pubs ou pas dans ta boîte aux lettres. Il y a deux écoles. Il y a deux. Ouais, c'est quand ça s'entasse un petit peu, on a du mal à retrouver les factures, quoi. Ouais, c'est ça se coince entre les magazines. En plus, là, il y a la période de Noël qui arrive. Et donc voilà, c'est un nouveau centre hyper moderne qui va permettre de traiter encore plus de tracts publicitaires et donc d'en envoyer encore plus sur le bassin annécien. Donc si on veut envoyer notre pub pour 8 Mont-Blanc pour que tout le monde nous regarde, ça ira encore plus vite. Oh, super. Et puis l'actu, ça se passe aussi ailleurs. On commence avec le centre Pompidou qui va débarquer peut-être chez nous. Voilà, donc c'était à lire sur le Dauphiné Libéré ou alors encore sur Twitter. Le centre Pompidou avait déjà des annexes à Metz et à Malaga en Espagne. Et donc ils vont installer une annexe qui est assez étonnante, c'est que c'est dans un centre commercial qui va être construit juste à côté de l'aéroport de Genève. Et on trouvera également dans ce centre commercial Universcience, une émanation de la Cité de la Science et de l'Industrie et du Grand Palais de Paris. Donc ça peut être plutôt sympathique, on en reparlera. Exactement, et puis c'est original dans un centre commercial. Ça, tu fais tes petites emplettes entre deux courses et tu te cultives un petit peu. Et puis on parle d'une application. Voilà, une application qui va t'intéresser puisque tu aimes le sport. Elle s'appelle On Course, c'est à découvrir dans l'édition de cette semaine d'Éco Savoie-Mont-Blanc. Jean-Paul Rousseau est un passionné de ski alpin, il a été entraîneur à Tignes et à La Plagne et donc il a lancé cette application. L'idée, c'est tout simple, en fait, c'est de répertorier tous les établissements et lieux publics qui vont projeter cet hiver pendant la Coupe du Monde de ski alpin les courses pour suivre ça dans une ambiance festive et conviviale. Donc il y a 250 établissements qui sont déjà inscrits dans toute la France. Il cherche des financements, ce créateur, donc c'est amené à se développer, c'est aussi collaboratif, donc chacun peut aussi ajouter les infos. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique à l'approche des Jeux. Plus pour ne pas rater les Jeux Olympiques. Tout à fait. Bon, avec des horaires un peu décalés, mais voilà, donc si jamais je suis absente, c'est parce que j'aurais utilisé l'application. Je serai avec Seb, on sera au bar en train de regarder les Jeux Olympiques. Et puis toi, puisqu'on parlait des publicités dans les boîtes aux lettres qu'on jette, on va parler zéro déchet. Bah oui, exactement. C'est du côté de Chambéry. 160 familles de l'agglo chambérienne se sont lancées dans le défi zéro déchet. Alors depuis septembre, ils pèsent leurs poubelles. Blandine, elle est mère de 5 enfants et elle demande que justement même une famille nombreuse peut réduire le poids de ses déchets. Ils mettent désormais 3 semaines pour remplir une poubelle d'ordures ménage. Alors je sais pas combien de temps tu mets toi, Fanette, mais moi ça va super vite effectivement. Alors ils ont un compost dans le jardin, mais si c'est pas le cas, si on n'a pas de jardin, il y a aussi des composts collectifs qui sont à disposition en ville. Alors les participants au défi zéro déchet essaient aussi d'éviter les emballages quand ils font leurs courses. Donc ils apportent des sacs anti pour acheter en vrac et des boîtes en plastique pour la viande et le fromage. Il suffit Blandine nous dit il suffit d'oser poser la question aux commerçants et en général effectivement ils jouent le jeu. Donc voilà, objectif zéro déchet pour eux et c'est un message pour tout le monde aussi, on essaye de faire attention à ces déchets. Et puis c'est logique, un chamonniard sur le toit du monde. Et oui, Romain Desgranges, il est licencié au club des sports de Chamonix. Il a remporté la Coupe du monde d'escalade dans la catégorie difficulté ce samedi. Alors pour décrocher le titre mondial, il avait un objectif samedi du côté de la Slovénie, c'était terminer au moins 14e en demi-finale. Mission remplie puisqu'il a terminé 9e. C'est la première fois que le Français s'octroie cette victoire au classement général de la Coupe du monde de difficulté. De bon augure pour les prochains Jeux Olympiques, puisqu'on sait à Tokyo, il y aura de l'escalade. Donc on espère le voir du côté de Tokyo pour une médaille. Bon, on pourra l'ajouter sur l'application. Oui, voilà, exactement. Voilà, tout se recroise. Merci beaucoup, Fanette, je te retrouve tout à l'heure.
l'heure pour refaire un petit rappel des titres Oui, juste avant le je JT. n'oublie pas de revenir. À tout à l'heure. Et puis va te succéder sur ce plateau José Villot, le président du festival, je vous en prie, le président du festival de cinéma d'architecture qui se déroule à Annecy du 16 au 17 novembre. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, vous venez les bras chargés avec le programme, on va en parler. Alors déjà, le but de ce festival, c'est quoi? C'est de mêler cinéma et architecture. D'où ça vient cette idée? Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, la ville d'Annecy, c'est la deuxième ville du cinéma, après Cannes, et par le cinéma italien, par le cinéma espagnol, par tant d'autres, le cinéma d'animation, hein, etc. Et donc, l'idée avait germé chez certains architectes de promouvoir la culture, une certaine culture architecturale, mais la culture même plus vaste de la ville, des activités qui peuvent se dérouler à l'intérieur des espaces urbains à travers le film, donc à travers des projections filmées. De plus en plus, on se rend compte aujourd'hui, la 18e, que le film, c'est un médium par excellence, contemporain, évidemment. Il a été utilisé dans beaucoup d'arts, a été employé de plus en plus comme un art global. Et donc, la transmission pour nous, associations bénévoles, les maisons de l'architecture, la transmission de la connaissance architecturale, mais à médiation, à tout niveau de public, hein, niveau même scolaire, s'effectue par l'intermédiaire de ces films. Alors cette année, c'est intitulé « Des villes et des hommes ». Oui. Parce que c'est pourquoi? C'est que c'est la thématique qui rassemble quoi finalement? Alors c'est assez étrange enfin, pour nous, mais il est vrai que nous sommes réunis en une petite commission, ce qu'on appelle une commission cinéma, donc à une petite poignée de personnes, 5 ou 6. Et puis nous visualisons une centaine de films à peu près tout au long de l'année. Et puis sur cette centaine de films, puisque le festival se déroule sur 2 jours, nous en retenons une trentaine. Sur cette trentaine, au départ, c'est vraiment les coups de cœur, les thématiques, le choix les particularités qui vont s'exprimer à travers ces films. Apparaît une thématique générale. Et puis ensuite, les deux se croisent, c'est-à-dire que la thématique nous permet de valider certains films et le contraire, certains films. On fonctionne un petit peu à l'envers. Donc on cherche le thème au fur et à mesure des films. un petit peu à l'envers, mais en même temps, au final, c'est cohérent. Il y a donc comment vous faites, oui, justement, vous expliquez pour trouver ces films? C'est large quand même comme thématique finalement, l'architecture. Voilà. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est un peu mystérieux. On se dit, mais comment, parce qu'à part les films Arte qu'on connaît tous, hein, la plupart d'entre nous, comment est-ce que vous faites pour trouver ces petits films? En fait, on se creuse beaucoup la tête, ça c'est vrai. Et puis on a un réseau maintenant de sites hein, qui nous permet d'aller sur... on a même des réalisateurs maintenant qui s'adressent à nous directement, puisqu'on est devenu la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie, référente cinéma au niveau des maisons au niveau national. Donc qui s'adressent à nous pour nous dire, bah voilà, on a produit tel film, est-ce que dans le cadre de votre prochain festival, vous accepteriez ou non de le passer? Et puis sans ça, bah, on farfouille partout, on clique dans tout Internet, de tous les côtés, on regarde les revues. C'est un formidable réseau. Ouais, voilà, tout à fait. C'est des films et des documentaires, c'est les deux? C'est même plus que ça, il y a des films, il y a des documentaires. Et donc récemment, on a essayé de définir ce qu'on appelle un film d'architecture, pour nous tous, pour les maisons de l'archi, mais pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être trois directions principales qu'on pouvait trouver. Quand un film cultive ces 3 directions, pour nous, ça marche tout de suite. La première, c'est un film qui va nous parler d'architecture, mais au sens large, comme je le disais, au sens global de l'architecture, c'est-à-dire le paysage, l'urbanisme, l'écologie, l'usage, la vie des habitants, etc. etc. Donc, qui explique ou qui nous montre, qui nous donne à voir cette problématique. La deuxième, c'est quelque chose qui nous permet de parcourir, et c'est la grâce du cinéma, de nous faire déambuler à travers un projet, à travers une ville, à travers même l'esprit d'une personne, hein, d'un créateur. Donc ce parcours est toujours très agréable en tant que spectateur. Et la troisième, bah, c'est l'aspect sensible du film. De plus en plus, on voit des films. C'est pour ça que je tiens à insister, on s'éloigne vraiment du film pur et dur, documentaire, très technique, architecture entre eux. C'est un ensemble. Et donc, on a des films maintenant avec des reflets, avec des sensations de bord de mer, enfin de reflets de nuages sur les parois vitrées, etc. etc. Tout ça fait que ce qu'on appelle décrypter le sensible, c'est le troisième point qu'on trouve dans les films qui nous font les sélectionner. Alors vous travaillez aussi beaucoup avec les scolaires durant ce festival. Oui, parce que de la même manière, notre vocation première, c'est vraiment la médiation culturelle. Et donc, un gros pôle chez nous est consacré à la pédagogie.
Et ce qui fait qu'un très grand choix une grande partie de ce travail de choix des films se fait également un choix de films au niveau des élèves. Donc ça va depuis les primaires jusqu'aux lycéens. Et puis après, vous les intégrez. Quand on a préparé tout à l'heure, vous me disiez il y a des lycéens qui font des films aussi. Ça, c'est fabuleux. On est super contents cette année parce qu'effectivement, il y a eu un projet pédagogique qui s'est fait en partenariat donc, avec un professeur du lycée Baudelaire, donc Vincent Héraille, pour le citer, professeur d'art appliqué, qui a travaillé avec ses élèves, plus un vidéaste, Florent Labre, et des personnes de chez nous, on peut citer Christelle et Claude, je serais très contente que je les cite, pour travailler et arriver à produire 3 petits films qui se déroulent au pôle à Cran-Gévrier, pôle de l'image, sur les bases de scénarios totalement inventés par les jeunes. Tant et si bien que ces petits films, on leur trouve un vrai intérêt. On retrouve les 3 points que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, on a décidé de les projeter vraiment cette année et en plus de demander aux jeunes de venir les présenter. Le but, c'est quoi? C'est aussi de démocratiser le côté architecture qui paraît toujours un petit peu compliqué et difficile d'accès. C'est cela, c'est ça qui est ce qui fait partie de notre sensibilité, c'est de dire, bien sûr, l'architecture, c'est un métier un petit peu, on a presque l'impression que c'est un métier de mandarin, un peu comme les médecins. Il y a un ordre des architectes, c'est quelque chose qui est assez imposant comme ça, mentalement, enfin culturellement ou intellectuellement, mais en réalité, l'architecture, c'est pour tout le monde. À un moment donné ou un autre de sa vie, y est confronté. Tout le monde est un peu architecte un jour. Et quelque part, tout le monde devrait l'être, en tout cas. Quand Absolument. on construit ces choses soi-même, on est un peu architecte. C'est cela. Et d'ailleurs, vous faites bien de le dire, on projette cette année un film qui s'appelle La Maison A. C'est une dame, alors elle était architecte, mais à la fin de sa carrière, elle a beaucoup travaillé, notamment tout au long de sa carrière, sur des constructions avec très peu de budget, donc des maisons même pour des sans-abri, elle a fait ça, et elle a construit sa maison elle-même. Donc on est dans l'autoconstruction. Voilà. Alors, sur votre site, il y avait tout un petit texte. À la fin du texte, vous écrivez aux spectateurs, vous avez un rôle majeur à jouer. C'est-à-dire? Pardon, excusez-moi. En fait, sur votre site internet, vous expliquez un petit peu le rôle de ce festival et vous dites la dernière fois, c'est que vous avez un rôle à jouer en parlant aux spectateurs. C'est-à-dire, c'est quoi? Alors, le premier rôle, c'est évidemment de venir en tant que public, donc surtout de réagir au coup de cœur qu'on peut trouver sur tous les programmes qu'on va diffuser. Il y a des affiches qui sont actuellement dans les panneaux de co en ville, par Internet, des flyers, Facebook, tout ça. Enfin bref, l'information se fait à différents niveaux comme ça de communication. Donc la première chose, c'est que le public soit présent parce que on travaille pour le public, c'est pas pour nous, c'est vraiment pour le public. Et la deuxième chose, c'est les échanges. On adore les échanges croisés, donc les retours. On a imaginé même qu'un de ces... Alors là, peut-être pas, on n'a pas eu le temps de le faire tout de suite, mais peut-être que dans des discussions informelles, on va le faire, qu'il y a un prix, le prix du jury, par exemple, ou le prix du public, vous voyez, des choses comme ça, où le public donne son avis sur les films. Et en général, de toute façon, ce festival donne toujours lieu à des conversations. Et justement, quel type de public vous avez en 18 éditions? Là, vous avez vu une évolution au niveau du public? Alors moi, j'ai pas vu tous les 18 festivals, c'est presque à mon regret, mais peut-être qu'on a de plus en plus de jeunes étudiants, effectivement, puisque comme je le disais tout à l'heure, un petit peu en pointillé, le film d'architecture est rentré dans les cours qui sont donnés dans les écoles et même dans les écoles d'art. De plus en plus, au Marquisé, on travaille le film, etc., etc. Donc on voit beaucoup de jeunes maintenant qui travaillent, qui s'intéressent ou à l'image. Et même plus jeunes, même dans les collèges, on commence à avoir des initiations à l'image, même dans les écoles primaires. Donc pour dire, l'image, c'est vraiment le monde contemporain, le film également. Et donc de plus en plus, on voit ces personnes qui ont travaillé sur le film et qui viennent parce que l'architecture, c'est également un art global. Voilà. Alors, je montre, là, c'est le programme. Alors, s'il y avait, il y a un temps fort, il y a des temps forts durant ce festival. Comment on fait si on veut venir? Où est-ce qu'on achète ses places? Comment ça se passe concrètement si on veut venir voir des films? Alors, on vient sur place, il n'y a pas de réservation. Donc, on vient sur place. Grand public, les horaires, c'est 16h jusqu'à 22h, je crois, le vendredi. 22h45 même. Voilà, 22h45. Un peu plus tard le jeudi, donc il y a l'inauguration à 19h30 jusqu'à 20h30 et ensuite jusqu'à 22h, je crois. 22h30 exactement. Voilà. Donc le matin, les scolaires, il n'y a pas de problème puisque c'est organisé par les écoles qui sont inscrites, préinscrites, qui viennent avec les enfants, les élèves. Et l'après-midi, c'est tout un chacun qui vient sans réservation. Le ticket d'entrée, c'est 4 €, voilà, sauf pour les adhérents
qui prennent une adhésion, parce que nous organisons tout au long de l'année, dans le cadre de cette médiation culturelle, des conférences, également des voyages, enfin un voyage dans l'année, des projections également filmées à titre intermédiaire, par exemple une avant-première, etc., etc. Et puis vous avez aussi, rapidement, on peut en parler, hors les murs, le reste il n'y a pas que le festival, vous essayez aussi un petit peu d'en faire toute l'année. Très bien, parce qu'effectivement, on a eu la demande une première fois d'une commune qui disait « mais moi j'aimerais bien que vous veniez chez nous parce qu'on fait une thématique ce soir et une projection filmée, ça nous parle, vous avez des films, vous êtes référent depuis 18 ans à raison de 30 films, ça commence à faire beaucoup. Donc est-ce que vous pouvez venir ?» Bien sûr, banco, ça fait tout de suite. Et puis du coup, on s'est dit « mais au fait, pourquoi Frangy ?» Parce que en l'occurrence, c'était Frangy. Et pas Saint-Julien, et pourquoi pas Annemasse. Donc maintenant, on est à 5-6 villes comme ça, hors les murs, avec un programme réduit qu'on appelle le best-of. Très bien, alors on rappelle les dates, je rappelle les dates, 16-17 novembre au cinéma MJC Novel, projection de 9h à 22h. N'hésitez pas si vous voulez venir, c'est du côté d'Annecy, c'est donc jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi. Voilà. Merci beaucoup Merci d'être à venu vous. sur notre plateau. Merci et bien. puis bon festival à vous. Eh ben, merci. Et puis Au va plaisir. Au me revoir. rejoindre sur ce plateau Sébastien pour les sports, a priori, s'il est prêt. Voilà, c'est formidable. Il arrive avec son invité, Elder Esteves, l'entraîneur du FC Annecy. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, présente-nous un petit peu. Alors ton une invité. spéciale FC Annecy ce soir, avec Spéciale l'entraîneur de l'équipe première du FC Annecy, Elder Esteves. Ce week-end, il y avait Coupe de France, match contre Grenoble. Avant toute chose, avant de discuter avec vous plus en profondeur, Elder, on va tout de suite regarder le résumé de cette rencontre entre Annecy et Grenoble. C'était ce samedi au Parc des Sports d'Annecy. Dans ce 4e derby des Alpes en un peu plus d'un an, ce sont les Annéciens qui démarrent le mieux ce 7e tour de la Coupe de France. À la 25e minute, Nassim Akrour profite de la passivité de la défense grenobloise pour se retrouver en position idéale pour ouvrir le score. Mais sa frappe passe à côté. 5 minutes plus tard, à la demi-heure de jeu, c'est cette fois Mathieu Guillot qui se procure une occasion. Mais sa tentative n'est pas assez puissante pour tromper Brice Maubleu. La 3e opportunité est la bonne pour les Rouges du Fessé. Sur un corner repoussé au premier poteau, Valentin Jacob, pourtant bien excentré, ne se pose pas de questions. Sa frappe fuse sur la pelouse détrempée du Parc des Sports. Annecy mène 1-0 juste avant la mi-temps. La pause est salvatrice pour les Isérois. Les 3e du championnat de national ne mettent que 2 petites minutes en seconde période pour revenir à hauteur des Hauts-Savoyards. Sur ce coup franc tiré par Benet, Florian Sotoka vient placer une tête victorieuse pour égaliser. Malgré ce but encaissé, Annecy repart de l'avant et quasiment dans la foulée de l'égalisation, Valentin Jacob trouve Nassim Akrour dans la surface, mais ce n'est pas cadré. Pas plus de réussite pour Valentin Jacob, encore lui, 10 minutes plus tard. Sous le déluge annécien, le GF38 va faire le dos rond pour accélérer une bonne fois pour toutes. Très réaliste, les Grenoblois passent devant à la 65e minute grâce à Florian David qui trompe Julien Pérez. À 10 minutes de la fin, Florian Sotoka y va de son doublé, parfaitement servi par Edwin Mahanan. Score final 3-1 pour Grenoble qui continue l'aventure en Coupe de France. On a été embêtés par leur jeu vertical, jeu direct sur leur attaquant et ça nous a reculé le bloc et on a été moins bien en première. Après en deuxième on a réajusté et on a pris la main sur le match, on égalise rapidement, chose qu'on voulait faire. Puis après on a réussi à poser notre jeu et la victoire et la qualification est méritée. C'est vrai que si on avait mis nos occasions au fond, ça aurait été différent. Et à chaque fois, c'est la même histoire. C'est qu'ils n'ont pas d'occasion, ils ont 3 occasions, 3 buts, ou une occasion, un but. Et voilà. Mais après, c'est comme ça, les équipes qui sont plus haut et plus fortes. Donc à un moment donné, il faut savoir être honnête et dire que c'était une belle équipe ce soir. Mais nous avec les occasions qu'on a eues, on aurait dû les mettre au fond, notamment la mienne en première mi-temps. Donc voilà, c'est comme ça et c'est le football. Pour le FC Annecy, il faudra rebondir en championnat de National 2 après ce 3e match consécutif sans victoire. Rendez-vous ce vendredi contre Jura Sud. Coach, on vous a vu attentif un peu dans ce résumé. Avec le recul, comment est-ce que vous analysez cette défaite et donc cette élimination ? C'est simple, on a eu une première période qui nous a été favorable, pendant laquelle on a su se procurer des occasions de but. Malheureusement, on a manqué d'efficacité. Et eux, sur la deuxième période, ont montré beaucoup d'efficacité d'entrée de jeu dès la première minute de la deuxième période. Et ensuite, ils ont inversé la tendance.
en ayant concrétisé leurs occasions. Voilà, c'est un réalisme plus important chez eux et malheureusement, voilà, c'est la défaite au bout. Mais... Est-ce que par rapport à la saison dernière, vous avez senti une différence, une réelle différence entre vous et l'équipe de Grenoble? On le rappelle, Grenoble était dans votre poule la saison dernière. Ça dépend de quel match, parce qu'en Coupe de France l'année dernière, on les avait déjà joués et on avait pu tenir tête à cette équipe. En championnat, sur notamment le match retour, et par rapport au contexte, en jouant chez eux, alors que jouer la montée, on n'a pas su être à la hauteur. Cette saison, on est capable, moi je suis persuadé qu'on est capable même de battre cette équipe de Grenoble. Simplement, sur 90 minutes, quand nous, on peine un petit peu à marquer ce deuxième but, eh bien, on sent qu'eux, ils ont une artillerie plus importante. Nous, l'équilibre, il a été défavorable pour nous en deuxième période, lorsque faut rentrer leurs joueurs, Florent David et Mahanan, qui font la différence. Ouais, c'est des joueurs de grande qualité. Non pas que nous n'ayons pas des joueurs de qualité, mais on a un garçon, c'était son 2e ou 3e match avec nous, qui a 19 ans, Corentin Tourné, aux 20 ans. Tout jeune joueur, manque d'expérience. Et puis on a Cédric aussi qui est rentré Cédric Barbosa pour en donner un coup de main. Mais malheureusement, on commençait à fatiguer, on accusait un petit peu le coup. Et je pense que ce deuxième but de leur part nous a coûté cher. Est-ce que vous faites partie des entraîneurs qui pensent que, même si ça fait des matchs en plus à disputer, une aventure en Coupe de France peut avoir des conséquences bénéfiques sur le championnat? Est-ce que les victoires, selon vous, appellent les victoires? Ou il faut vraiment différencier les deux compétitions? Alors, je ne sais pas s'il y a des intérêts sur le championnat. Maintenant, il est clair que ça a un intérêt pour le club. C'est un moyen de communication intéressant et de mettre en avant tout le travail qui est fait dans notre club en termes de formation et d'accompagnement des jeunes. Mettre en avant aussi la Haute-Savoie et la ville d'Annecy. Je pense qu'on a un projet qui est ambitieux, qui est intéressant, qui est... Comment dire, qu'il est bon d'accompagner parce que quand les gens viennent au stade, je pense qu'ils voient un petit peu de spectacle et puis ça fait quelque chose de différent sur Annecy. Et donc la Coupe de France est un moyen de bien communiquer sur nous. Après, c'est sûr que c'est pas ce qui nous fait vivre au quotidien parce que si en championnat les résultats sont pas bons, eh bien la Coupe de France on pourra toujours la jouer en National 3, mais avec des retombées moindres. Donc il est évident que le championnat, ça reste malgré tout la priorité. Justement, ce championnat, on rappelle, donc le FC Annecy évolue en National 2 cette saison. L'ancien CFA, donc le 4e niveau. Vous êtes dans la poule B, une poule très relevée. On est à peu près au tiers du championnat. Je sais que les entraîneurs n'aiment pas faire de bilan trop tôt, mais qu'est-ce que vous tirez de ces 10 premiers matchs? Du positif, on l'imagine, puisque le club est 3e. Oui, du positif. On a un groupe On est sur la continuité en fait de la saison passée, avec une gestion des problématiques un peu différentes, mais il n'est jamais simple de concrétiser le travail fait en amont. Et aujourd'hui, les équipes adverses nous attendent. Ils savent qu'on a une équipe de qualité et qui peut jouer un bon football. Donc on est attendu. Les gens, ils ont pu nous analyser également. Et donc c'est d'autant plus difficile. Mais ça a d'autant plus d'intérêt aussi, justement, être en capacité de relever des défis qui sont différents. Donc c'est des étapes nouvelles, et c'est des étapes qui nous forment. Et j'espère qu'à terme, eh bien, on saura relever tous ces défis pour, pourquoi pas un jour être en tête du classement. Alors, de l'avis de tous, ce championnat de National 2 est très compliqué, on rappelle. Une seule équipe monte en National. Le fait que vous, en tant que joueur, vous connaissiez ce championnat, est-ce que ça, selon vous, ça vous aide à en appréhender toutes les subtilités? Le fait d'avoir un passé en tant que joueur dans ce championnat très particulier qu'est le National 2? C'est évident, oui. Alors moi j'ai une particularité, c'est que j'ai évolué à peu près à tous les niveaux de football. Puisque j'étais joueur amateur, d'abord en régional, puis au niveau national, puis professionnel. Donc c'est vrai que c'est une chance que j'ai en termes de visibilité sur ces championnats, dont le championnat de CFA. C'est un championnat qui se gagne à force de persévérance. On peut être moyen sur un match, on peut aussi être très bon sur un match, mais ce n'est pas pour ça qu'on va avoir des résultats au final. C'est vraiment la continuité, la capacité à avoir une démarche plus professionnelle de notre activité sportive,
C'est en ça qu'on pourra faire la différence, que ce soit individuellement pour les joueurs, mais collectivement pour l'équipe et pour le club. C'est les marches les plus difficiles peut-être à gravir, celle-ci, c'est plus que les échelons professionnels, pour les montées entre ces groupes maintenant, enfin de 4e, de 5e division, tout ça. C'est peut-être plus compliqué à franchir ce cap. Je ne sais pas si c'est plus compliqué. Une montée est toujours difficile à obtenir. Hein. Quand on est en Régional 1 et qu'on doit monter en CFA2, il n'y a qu'une montée également. Maintenant, c'est un niveau dans lequel il faut vraiment utiliser le temps pour asseoir le club sur une activité plus professionnelle. On est vraiment sur un monde différent de ce qu'on peut retrouver en régional. Et il est bon de tout mettre en place pour préparer la suite. Parce que si tu le fais mal, tu peux être en grande difficulté parce que là-haut, ça ne pardonne pas. Le national, c'est très très compliqué. C'est un championnat qui est coûteux et qui rapporte peu et qui demande la même exigence que la Ligue 2. Donc si on ne s'y prépare pas bien, si on ne met pas tout en place au niveau club, que ce soit sur un projet technique, mais également sur la structuration du club, eh bien, on peut avoir des surprises après. Donc l'idée, c'est bien évidemment d'anticiper tout ça, de construire au mieux, de préparer, moi, pour ma part, un projet technique en lien avec ce qui peut se faire au haut niveau. Donc c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui n'est pas simple à mettre en place, qui a aussi des contraintes, c'est que en football, parfois, il est plus facile de défendre, de faire le dos rond et puis de marquer un petit but à la fin et de gagner. Mais je trouve qu'il est très formateur. Bon, après, c'est mon approche technique, c'est ma vision du développement, c'est de voir plus haut, l'exigence et le professionnalisme, c'est pas qu'un statut, c'est un état d'esprit et j'espère pouvoir l'inculquer aux joueurs et que ça convienne à mon club. Alors, on va faire une petite pause dans le foot. On va parler ski. La neige est tombée en plus ce week-end. Alors, dans un peu plus d'un mois, Val d'Isère accueillera le critérium de la première neige. 4 courses seront au programme. La semaine dernière, les organisateurs tenaient la traditionnelle conférence de presse. On écoute Vincent G, le directeur du club des sports, à ton micro, Sébastien. L'année dernière, en fait, on n'est jamais assuré que le critérium puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que début novembre, on a de la neige. Il neigeait encore ce matin avant de venir vous voir. Les conditions sont, ça y est, on est dans l'hiver. Il fait aux alentours des -5, -6 degrés. Donc la neige de culture et la production de neige artificielle marchent bien. C'est la première étape qui revient en Europe après la tournée américaine. Et d'un point de vue sportif, après, ça c'est aux athlètes. On sait que la piste de Bellewaerde, c'est une des plus dures au monde, c'est une des plus challenging, si on peut dire ça comme ça. C'est toujours un enjeu de s'élancer sur cette face. Et je pense que ça sera encore cette année un beau spectacle en tout cas. C'est sûr qu'on a un petit peu de chauvinisme, allez, et puis j'ai eu la chance de faire une carrière sportive avant et de connaître encore les athlètes actuels de l'équipe de France. Donc c'est des copains et des amis, donc c'est sûr que je suis derrière eux, je les supporte et je crois en eux. Après, c'est aussi en tant que directeur du club de voir flotter le drapeau français à Val d'Isère, c'est toujours beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Elder, vous avez connu le monde pro en tant que joueur, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie des objectifs de le retrouver en tant qu'entraîneur un jour? C'est sûr, oui. C'est sûr. On sait qu'être entraîneur, c'est quelque chose pour vous qui vous a semblé assez rapidement naturel. Oui, je me suis toujours imaginé à ce poste sur mon après-carrière. En fait, j'étais éducateur pour la première fois, j'avais 13 ans et demi. Précoce. Dans mon association, j'encadrais des débutants. Bon, c'est plus, jouer à la baballe, mais c'est déjà quelque chose qui me plaisait. J'ai toujours accompagné des équipes de jeunes, même quand j'étais pro, parfois des associations autour de la ville dans laquelle je jouais. Et aujourd'hui, je me sens bien à ce poste-là. J'ai eu la chance d'avoir eu 3 entraîneurs champions de France, avec des particularités très différentes les uns des autres. Entraîneur de football, c'est quelque chose de très large, c'est un métier très large. On peut juger un entraîneur de football bon sur un aspect management, comme bon sur un aspect tactique ou autre. L'idée, c'est d'être globalement bon surtout et de pouvoir... Et d'avoir les résultats. D'avoir les résultats, mais les résultats sont la conséquence du travail. Aujourd'hui, avoir un résultat, tout le monde peut l'avoir. Avoir à la longue des résultats et ne pas mettre en péril une structure sportive, c'est une démarche pour laquelle il faut creuser. Une dernière chose, vous avez joué à Auxerre, sous les ordres de Giroud.
Rassurez-nous, le FSC Annecy ne joue pas le maintien cette saison. On joue toujours le maintien tant qu'on n'a pas les points acquis pour pouvoir prétendre à autre chose. Merci beaucoup en tout cas Edder. On vous souhaite bien sûr bonne continuation pour la suite avec le FSC. On va continuer à suivre les aventures du FSC et puis on se dit à bientôt. Merci en tout cas. Merci à vous. Allez Seb, on a encore un petit peu de temps, on termine rapidement avec les résultats du week-end. Et oui, la Coupe de France, il n'y avait pas qu'Annecy. Il reste 2 clubs locaux qui seront inscrits au programme du 8e tour avec Cluj-Songez qui s'est imposé du côté de Vallée de la Grèce. Une victoire au tir au but. Exploit de l'ES Tarentaise qui bat le FC 4-Rivières et l'ES Tarentaise, club de Régional 2. Ces 2 clubs sont qualifiés donc pour le 8e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort a lieu ce mardi. En D2 féminine, par contre, c'est plus compliqué pour Croix de Savoie qui a encore perdu. Pro B 5e journée, la défaite d'AMSB contre Saint-Chamond, 73-79 à domicile. C'est difficile pour AMSB au classement, au 17e sur 18. En rugby, Fédéral 1, là aussi mauvais week-end pour Chambéry qui perd sa place de leader avec une défaite du côté de Strasbourg, 9-8. En hockey sur glace, le derby entre Mont-Blanc et Annecy, la revanche de la finale de Division 2 avec cette fois-ci la victoire de Mont-Blanc, 5-2. Et du côté de la Division 1, là on se reste dans la Division 1, avec une victoire, une défaite de Briançon, de Courchevel, Méribel, Pralognan, du côté de Briançon, 5-0. En handball, une victoire, la 2e consécutive pour Chambéry du côté de la région parisienne à Massy, 31-32, très bon résultat pour Chambéry. En National 2, la victoire pour Annecy-le-Vieux contre Saint-Flour, 28-23. Annecy-le-Vieux fait un très bon début de saison, 2e du classement. Par contre, le chemin de croix continue pour Aix-en-Savoie, 6e match, 6e défaite du côté de Caluire en région lyonnaise. Et enfin en National 3, une victoire pour Annecy contre Guilleran. Et on finit avec du waterpolo. Le fameux waterpolo. Le waterpolo avec une superbe performance, je tiens à le préciser. Aix-en-Savoie, 5 matchs, 5 victoires, peut-être en course pour monter en élite, on verra bien avec les joueurs de Sylvain Carsanti. Et puis un petit mot de ski, la première compétition, le slalom du côté de Lévis en Finlande, la victoire pour l'Allemand Félix Neureuther, Alexis Pintero, premier français et 8e. Merci Seb. Merci Pauline. Alors on va accueillir Fanette pour finir les titres du JT. Après waterpolo, c'est normal puisqu'elle adore le waterpolo. Merci messieurs. Merci à toi. Alors Fanette, les titres du JT rapide parce qu'on me dit que je suis en retard apparemment. Donc on va parler des JPAET. On va parler des JPAET, 30 ans qu'ils ont été réintroduits en France et en Haute-Savoie, 20 ans qu'il y a eu la première naissance naturelle. Le seul centre d'élevage est en Haute-Savoie, on a été faire un petit tour parce qu'il était rénové. Et puis la Poste qui s'agrandit. Voilà, la Poste, en tout cas une filiale de la Poste qui vient d'inaugurer des nouveaux locaux ça s'appelle Mediapost et donc ça distribue toutes les pubs dans les boîtes aux lettres du bassin annécien. Le nouveau bâtiment vient d'être inauguré, il va permettre de traiter beaucoup plus de publicité plus rapidement. Donc on a été faire un petit tour dans les coulisses avec c'est Sébastien Germain. Eh ben, merci beaucoup Fanette. Demain justement c'est Seb qui prend le relais, il parlera théâtre avec Stéphanie Doc. Ce sera également la traditionnelle chronique sport et oui il n'y a pas de raison que Seb s'y mette pas non plus avec nos amis de Form Rider. Et puis nous recevrons les concepteurs d'appli Event tout de suite. C'est donc le journal et puis moi je vous dis à bientôt sur 8 Mont Blanc. Tiens Olivier, est-ce que tu t'ennuies